J'ai été enlevé par des extraterrestres. Cette affirmation terrifiante est celle de personnes qui prétendent avoir rencontré de petits hommes gris. Parmi ces êtres, certains ont de très sombres desseins. Ces supposés petits hommes gris auraient été vus par d'innombrables témoins. Je suis terrifiée. Cela dure depuis des milliers d'années. Il existe de nombreuses espèces qui sont venues sur Terre de nombreuses fois. Cet artefact pourrait apporter la preuve que les extraterrestres sont parmi nous. Cela pourrait constituer une preuve irréfutable, le Graal de la recherche extraterrestre. Nous allons enfin pouvoir établir un portrait plus précis de ces êtres gris. Pas en se focalisant sur une affaire, mais en allant au-delà, en trouvant un dénominateur commun. Si ces êtres sont véritablement entrés en contact avec des gens, il faut qu'on rencontre le plus de témoins oculaires possible, des gens qui ont vécu cette expérience et qui nous donnent un maximum de détails. Quelle est l'origine de ces récits et pourquoi, dans chacun d'entre eux, ces petits hommes gris sont décrits de la même façon? Et c'est bien là le plus incroyable. Les témoins décrivent toujours ces hommes gris de façon identique. Tu sais pourquoi ils sont identiques? Parce qu'ils sont tirés du film Rencontre du troisième type. Ah oui? Alors comment t'expliques ça? Ce film est sorti en 1977. Betty et Barney Hill ont décrit ces êtres gris en 1961. Betty et Barney Hill nous ont peut-être donné la première description des gris, mais je pense qu'elle provient des images véhiculées par les médias. Les récits de ces rencontres se comptent par milliers. Vous êtes au courant? J'ai déjà du mal à croire que des vaisseaux extraterrestres soient arrivés sur Terre, et vous me demandez d'enquêter sur des créatures censées les piloter. Il faut avancer pas à pas. Mais là, c'est un pas de géant. Les descriptions de ces êtres se succèdent depuis plus de 40 ans. Il y a eu l'incident de Roswell, au-delà du réel, rencontre du troisième type, la fameuse autopsie. Mais la véritable description sous hypnose nous est venue de Betty et Barney Hill. En 1961, ils ont déclaré avoir été enlevés par des êtres gris d'un autre monde. C'est cette description qui a servi de base à toutes les représentations des gris à la télévision. Des êtres d'environ 1,40 m, avec une large tête, de longs bras maigres et ondulés, de fines jambes, pas de nez et une simple fente en guise de bouche. Alors qui sont ces êtres? Et surtout, pourquoi sont-ils ici? Ces êtres gris sont sortis de la brume avec des yeux noirs. Nous sommes en Colombie-Britannique, dans une petite ville isolée au nord de Vancouver. Nous allons rencontrer Myriam Delacato pour qu'elle nous parle de sa rencontre avec les gris. C'était en octobre 1998. Nous étions en voiture dans le nord de la région quand soudain des lumières sorties de nulle part sont apparues derrière nous. S'étalait sur les deux voies. On a pensé qu'il s'agissait d'un gros camion ou quelque chose comme ça, avec des points lumineux. La fille qui conduisait s'est mise à paniquer. Et soudain, je ne sais pas pourquoi, je lui ai dit « Arrête la voiture, ce n'est pas toi qu'ils veulent, c'est moi. » Qu'est-ce qui vous a fait dire ça? Je n'en avais aucune idée à ce moment-là. Le récit de Myriam est très intéressant, mais je le trouve un peu tiré par les cheveux, car elle était en voiture avec 3 autres personnes et aucune n'a vu ce qu'elle a vu. Aucune n'a vécu la même chose. Ils ne s'en souviennent pas. Point final. J'étais prête à attraper le volant pour la forcer à s'arrêter, mais elle a penché la tête sur le côté et elle s'est garée. Elle s'est garée de son plein gré? Quelque chose devait la faire agir parce qu'elle est soudain devenue très calme. Une fois la voiture arrêtée, plus personne ne bougeait à l'intérieur. Je compare ça à une sorte d'arrêt sur image. Il existe des centaines d'histoires comme celle de Myriam, et toutes présentent les mêmes détails.
En face de moi, ces petits êtres gris se sont mis à avancer vers la voiture. Ils devaient faire environ 1 mètre de haut, avec des têtes très larges et arrondies et de grands yeux noirs. Aucun trait ne permettait de les distinguer les uns des autres. Puis j'ai entendu une voix dans ma tête qui me disait « Sors de la voiture, n'aie pas peur, nous ne te ferons pas de mal. » J'ai tendu la main vers la poignée et je me disais « Mais qu'est-ce que je fabrique ?» Je suis sortie, ils sont venus vers moi et m'ont prise par la main. Myriam marche vers le vaisseau spatial guidé par l'un de ces hommes gris qui la tient par la main. Est-ce vraiment arrivé? Ce qui peut me permettre de le savoir, ce sont les détails. Avec les détails, je pourrais démêler le vrai du faux. Et sa main, vous a-t-elle semblé souple et faite de chair ou bien plutôt solide? Elle était solide, froide. Elle ne dégageait pas de chaleur comme chez les humains ou les animaux. Elle était froide. La réaction normale n'aurait-elle pas plutôt été de vous enfuir devant ces petits hommes gris qui voulaient vous emmener dans leur vaisseau? Oui, absolument. Mais il n'y a pas eu d'autre échange que ce « N'aie pas peur, nous ne te ferons pas de mal », ce qui a eu pour effet de me détendre. Cette capacité des gris à calmer Myriam est très intéressante. Peut-être qu'ils ont cette faculté et qu'ils utilisent la télépathie. Ils m'ont simplement prise par la main et guidée le long de la route. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu un vaisseau assez grand, entre 12 et 15 mètres de large. Et à l'entrée se trouvaient 2 extraterrestres, grands, blonds et avec les yeux bleus. Rien à voir avec les petits hommes gris. Aucune ressemblance, non. Les gris m'ont lâché la main et ensuite, je suis montée à bord avec les 2 grands blonds. Quelle semblait être la relation entre les gris qui sont venus vous chercher et ces grands blonds? Je dirais que les gris étaient leurs serviteurs. Quand on parle de gris, il ne s'agit pas d'une seule espèce extraterrestre. Il en existe plusieurs, toutes différentes. Ici, d'après Myriam, c'est une espèce totalement asservie, presque programmée. Il y aurait donc plusieurs espèces extraterrestres qui seraient venues sur Terre. C'est nouveau pour moi et je ne sais pas trop quoi en penser. Nous sommes donc montés à bord. Je me suis assise dans un siège et un écran est apparu devant moi, sorti de nulle part. Ils ont commencé à me montrer toutes sortes d'images. Quel genre d'images? Des images de catastrophes, de tremblements de terre, d'éruptions solaires, de guerres. Je pense qu'ils ont essayé de me montrer différentes voies possibles pour l'humanité. Ils m'ont expliqué que si nous parvenions à nous unir en tant qu'espèce, nous pourrions éviter toutes ces tragédies. Je sais que Bill est habitué à ce genre de récit. Il rencontre des témoins et des victimes d'enlèvement depuis des années. Mais pour moi, c'est très difficile à croire. Quel était leur but? Que voulaient-ils? Ils m'ont expliqué qu'ils étaient les gardiens de la Terre et que le but de leur présence était de nous aider à prendre conscience de notre identité et s'assurer que nous ne détruisions ni notre espèce ni notre planète. Ce que nous dit Myriam sur ces images de guerre et la façon dont l'homme maltraite la planète est très intéressant. Il semble que ces extraterrestres soient porteurs d'un message bienveillant. Ils essaient de nous aider. Pour moi, ils ne nous veulent pas de mal. Je pense qu'on peut leur faire confiance, mais il en existe d'autres dont il faut se méfier. Sont-ils là pour nous aider ou nous agresser? Ceux que j'ai rencontrés sont là pour nous aider. Mais il en existe plusieurs types. Et je sais qu'une espèce en particulier a de très sombres desseins. Comment voulez-vous procéder aujourd'hui? Commençons sur la table. Oh mon Dieu! C'était le bras. J'ai peur. Je suis très mal à l'aise. J'ai mal. Bill et Peggy Foster affirment avoir été enlevés en 1996 par des êtres gris extraterrestres et avoir été les objets d'expériences médicales qui les hantent encore à ce jour. Je vois des formes grises.
Les témoins et victimes d'enlèvement n'ont aucune preuve tangible de ce qui leur est arrivé. Donc la meilleure solution, c'est l'hypnose. Vous dormez profondément, vous êtes détendu. Et nous avons justement les vidéos des séances d'hypnose de Bill et Peggy Foster. Il est revenu. J'aurais pas dû essayer de le toucher. Quelque chose de traumatisant est arrivé à ces deux personnes. Je suis terrifiée. Ma vie aurait été infiniment plus simple si j'étais resté dans l'ignorance. Je ne souhaite ça à personne. Tout ce que je voulais, c'était oublier. Si la réponse à la question est oui, levez votre index. Bien. Bill et Peggy Foster affirment avoir été enlevés par des créatures extraterrestres grises et avoir subi des expériences médicales. Je vois des formes grises. Nous avons les enregistrements de leurs séances d'hypnose. Nous avons l'exclusivité de ces images. Nous allons les regarder pour la première fois. Personne d'autre n'a vu ces vidéos. Qu'est-ce que c'est? C'est tout près de mon visage. Celui-là est plus grand que les autres. Ses yeux sont bien plus grands. C'est comme regarder vers l'éternité. C'est poétique. Je pense qu'il décrit un gris. Il essaie de décrire une expérience bouleversante. Imagine, tu es en train de regarder dans les yeux un être venu d'ailleurs. Que se passe-t-il quand vous le regardez? Ça me détend complètement. Qu'est-ce que vous pensez de sa description et du fait que cet être ait un effet apaisant sur lui? Sa description concorde avec celle de Betty Hill et toutes les autres descriptions de ces êtres gris, de grands yeux. Quant à l'effet apaisant, qu'est-ce que tu en penses? Télépathie? Oui, c'est ce qu'on entend tout le temps, ce sentiment de calme provoqué par télépathie. Tous les témoignages concordent. Oui, vous êtes terrifié, détendez-vous. Pourquoi est-ce que ça fait si mal? On ne connaît ni leur état psychologique, ni leur personnalité. Bill a l'air de prendre ça plutôt bien en revivant ces événements, alors que Peggy a l'air plutôt terrifiée. Laissez-les venir. C'est la meilleure preuve que l'on a qui indique que quelque chose de traumatisant est arrivé à ces deux personnes. Peggy s'est figée de terreur lorsque l'extraterrestre l'a touchée. Cela contraste avec le témoignage de Myriam sur ces êtres bienveillants. Puis j'ai entendu une voix qui disait « N'aie pas peur, nous ne te ferons pas de mal ». Ils observent quelque chose? D'accord. Ils regardent vers le bas. Ils lui font quelque chose qui l'empêche de contrôler la situation. Le témoignage de Peggy est très perturbant. C'est très difficile à regarder. Ça a dû être une expérience bouleversante pour elle. Nous n'avons pas de preuves tangibles de l'enlèvement ou de la présence des êtres gris, ni aucun morceau de vaisseau. Mais notre preuve est là. Ce couple a bien subi une expérience traumatisante. Je suis terrifiée. Je pense qu'il leur est arrivé quelque chose et peut-être ont-ils véritablement été enlevés. Voilà ce que nous savons. Myriam nous a dit que les gris étaient là pour nous aider, mais dans les témoignages de Bill et Peggy, ils pratiquent des expériences médicales plutôt sinistres. Ce phénomène est-il récent, ou bien a-t-on des preuves de contact lors d'époques anciennes? Et s'il y avait véritablement eu un contact avec les extraterrestres à une époque très reculée? Giorgio Tsoukalos est éditeur du magazine Legendary Times. Il soutient la théorie des anciens astronautes selon laquelle un contact dont il resterait des traces aurait déjà eu lieu il y a des milliers d'années. Nous avons plusieurs récits de ces êtres descendus du ciel. En langue sumérienne, il existe même un mot pour décrire ces êtres. Anunnaki. Dans notre langue actuelle, cela se traduirait par « ceux qui des cieux sont venus ». Exact, et on a même des preuves dans l'écriture cunéiforme sumérienne. On peut y voir une grosse tête dont partent des rayons. C'est exactement ça. Peut-être. Tu es sûr? Ça recommence. Bill établit un lien avec les extraterrestres avant d'avoir rassemblé tous les faits. Kevin et moi, on sépare prudemment les anecdotes des véritables faits avant de tirer une quelconque conclusion.
C'est quoi ces rayons dont tu parles? Regarde les caractères cunéiformes, regarde cette tête. Je ne veux pas qu'on s'emballe, il me faut un peu plus de preuves, c'est tout. Ce que les anciennes civilisations ont décrit comme des dieux descendants du ciel étaient en fait des extraterrestres. On les retrouve systématiquement dans toutes les cultures et dans toutes les légendes. Voici la photo de statuettes retrouvées en Afrique. On peut noter les similarités avec des êtres aux grands yeux inclinés. Et toutes les histoires qu'on raconte derrière ces statues nous parlent d'êtres qui sont descendus du ciel. Pour moi, ils ne se ressemblent pas vraiment. Pour moi, c'est assez évident. Ces sculptures africaines ne ressemblent pas du tout à nos petits hommes gris. Celle-ci, avec son crâne conique et sa tête de lézard, vient de Sumer. C'est déjà un peu plus proche. Et ici, nous avons des peintures rupestres qui, en fait, sont très similaires à ce portrait. Oui, là, c'est même flippant. Les cultures anciennes regorgent de mythes et de légendes mentionnant des dieux venus du ciel, mais nous avons besoin de preuves tangibles que des êtres gris pouvant être assimilés à des dieux sont entrés en contact avec les humains. Kevin veut des preuves. Giorgio nous parle du Star Child Skull, un crâne qui pour beaucoup pourrait être celui d'un être gris. Ce crâne est une découverte fascinante. Nous ne savons toujours pas s'il s'agit d'un crâne humain difforme ou bien alors d'un être hybride, car de très nombreux textes anciens affirment que ces dieux se sont reproduits avec nos ancêtres. Depuis toutes ces années que j'étudie les ovnis, l'artefact qui revient sans arrêt, c'est ce fameux Star Child Skull. Je ne l'ai jamais tenu entre mes mains, mais je sais qu'il a été découvert dans les années 1930 dans une grotte du nord du Mexique par une adolescente. Sa forme laisse penser qu'il pourrait être d'origine extraterrestre, et peut-être même le crâne d'un gris. Maintenant que nous connaissons son propriétaire, j'ai hâte de pouvoir le regarder de près. Cela pourrait être la plus grande découverte de l'histoire dans l'étude des ovnis. On ne peut pas croire tout ce qu'a dit Giorgio. On a des peintures rupestres de créatures avec des grosses têtes et des gros yeux. Ça ne prouve pas que des extraterrestres soient venus sur Terre. Je ne suis pas d'accord avec toi en ce qui concerne ces peintures rupestres. Mais surtout, nous avons un témoin. Nous avons Myriam. Myriam dit être montée à bord d'un vaisseau. Elle a vu les petits êtres gris, les grands. Je ne pense pas qu'elle invente, je pense qu'elle dit la vérité. Selon moi, les témoignages de Myriam et Giorgio ne constituent pas des preuves solides que des extraterrestres sont venus sur Terre. Il nous faut quelque chose de tangible. Vous voulez une preuve? Mélanie va vous montrer une preuve. Bonjour Mélanie. Je suis contente que vous ayez pu venir. On a tant entendu parler de ce crâne. Mélanie Young est une professionnelle médicale spécialisée en néonatalité. Elle est l'une des personnes les mieux qualifiées pour nous parler de physiologie humaine. Voilà le premier crâne retrouvé. Il est normal. Ce n'est pas le Star Child Skull. Non. C'est le crâne qui a été retrouvé juste à côté, à la surface. Rien d'inhabituel pour l'instant. Non, mais celui-ci est pour le moins inhabituel. Bon sang. C'est le célèbre crâne. Oui, c'est lui. C'est énorme. C'est l'un des événements majeurs de ma carrière de chasseur d'ovnis. Deux crânes découverts côte à côte, l'un semblant appartenir à un adulte, l'autre à un enfant. Vous savez quel âge ils ont? D'après le carbone 14, ils ont 900 ans. Cet artefact vieux de 900 ans aurait été trouvé dans une grotte proche des Barrancas del Cobre, au Mexique, par une jeune femme. Je ne sais pas s'il a un lien avec les hommes gris, mais si c'est le cas, c'est presque impossible à expliquer. Le crâne normal était posé au sol avec tout le squelette. À côté, une main difforme sortait du sol.
Elle a donc creusé et elle a trouvé un autre squelette. Où est le squelette? Elle a ramené les deux squelettes au village, mais un violent orage a éclaté et tout a été emporté. Le lendemain, c'est tout ce qu'elle a retrouvé. Suite à une inondation, on se dit que seuls les os les plus plats et les plus lourds, comme le fémur, auraient été retrouvés, tandis que les os plus légers et plus ronds, comme le crâne, auraient été emportés. Dans cette histoire, il se produit exactement l'inverse. Comment êtes-vous entré en possession de ce crâne? Un ami l'avait récupéré auprès d'un de ses amis, qui était le propriétaire original. Étant donné mon expertise en néonatalité et en anatomie, il m'en a fait don. Quand je l'ai vu et que je leur ai dit que cela venait d'un autre monde, ils m'ont dit « garde-le, ne le ramène pas ». C'est extrêmement bizarre, c'est sûr. Mais pourrait-il s'agir d'une difformité? Je n'ai jamais rien vu de tel. Vous avez vu beaucoup de difformités au cours de votre carrière d'infirmière? J'ai vu toutes les difformités imaginables et rien ne ressemble à ça. Certaines personnes ayant examiné ce crâne pensent qu'il s'agit d'un crâne humain, d'un individu qui souffrait d'hydrocéphalie, une maladie qui touche les nouveau-nés et qui entraîne une déformation du crâne. S'il s'agissait d'hydrocéphalie, on observerait une déformation d'un côté ou de l'autre, ou bien encore à l'arrière du crâne. Ce ne serait pas symétrique, comme c'est le cas ici. Donc, un crâne d'hydrocéphale est asymétrique. Oui, asymétrique. Et ce crâne est symétrique. Il est parfaitement symétrique, oui. S'il s'agissait d'un hydrocéphale, les os ne seraient pas attachés. Il n'y aurait pas de crâne. Quelle autre explication avez-vous pour ce crâne? Aucune. Je n'en trouve pas d'autre. Cette histoire peut susciter l'incrédulité, mais puisque nous sommes arrivés jusqu'ici, on est tous d'accord pour accepter la possibilité qu'il s'agisse d'un crâne extraterrestre. Ça ne ressemble pas à un crâne humain, c'est une certitude. Il est large, bulbeux et correspond à la description des hommes gris que beaucoup de gens donnent. J'aimerais en savoir un peu plus. Lloyd Pye est notre directeur de recherche. Il a beaucoup travaillé sur les hominidés. Il a énormément de connaissances sur les différentes espèces et aussi sur l'évolution de l'être humain. Vous devriez aller le voir. Ce crâne peut-il avoir une importance pour nos recherches sur les extraterrestres? Le Starchild Skull pourrait constituer une preuve irréfutable en matière de recherche sur les extraterrestres. Ces petits êtres gris sont sortis. Ils ne devaient pas faire plus d'1 mètre avec de grands yeux noirs. Les gens voient des extraterrestres depuis des milliers d'années, mais jamais on n'a eu la moindre preuve matérielle. Avec le Starchild Skull, on tient peut-être cette preuve. Nous sommes avec Lloyd Pye, qui a travaillé dans le renseignement militaire. Il a plus de 30 ans d'expérience en cryptozoologie et c'est le principal expert du Starchild Skull, qu'il étudie depuis plus de 10 ans. Pourquoi ça vous intéresse? Je pense qu'il y a de fortes chances pour que ce soit la preuve que tout le monde cherche, le Graal de la recherche sur les extraterrestres. Ce que je veux savoir avant tout, c'est non seulement ce qu'en disent les médecins et les spécialistes, mais aussi quels tests ont été effectués et quels ont été les résultats. Pouvez-vous nous détailler les principales différences entre un crâne humain et le Starchild Skull? Les orbites sont écartées d'environ 5 cm. Sur le Starchild, c'est environ 2 cm. Il n'y a pas de sinus. Si vous les retournez, vous pouvez voir que les muscles de la mâchoire passent par ici et viennent s'attacher sur le côté du crâne, en couvrant une large zone. Sur le Starchild Skull, cette zone est très réduite, ce qui veut dire qu'on a une mâchoire bien plus petite. Au microscope électronique, on a pu observer des fibres entremêlées dans la matrice osseuse. Et sur le crâne humain, on trouve ces fibres? Aucun autre primate ni aucune autre espèce animale ne possède ce type de fibres à notre connaissance. Je n'ai jamais vu de ces êtres gris moi-même, mais tout le monde sait à peu près à quoi ils sont censés ressembler. Une grosse tête, de grands yeux, une petite bouche. Ce crâne correspond plutôt bien à cette description. Si vous regardez en dessous et que vous passez votre doigt,
vous sentez une crête osseuse qui maintient le cervelet en place. Dans le Star Child Skull, nous avons un cerveau bien plus développé qui exerce une pression vers le bas sans aucun soutien. Nous devrions donc avoir un foramen magnum beaucoup plus large, mais ce n'est pas le cas. Nous avons donc affaire à un cerveau très différent. Si vous glissez votre doigt dans le trou occipital pour simuler la position du cou, vous voyez que le crâne humain est comme ceci, mais le Star Child Skull serait incliné comme ça. C'est un peu comme une balle de golf sur un tee. C'est très différent de l'anatomie humaine, car le crâne est 2 fois plus petit et centré sur la colonne vertébrale. Quand on voit la façon dont le crâne est connecté au cou, pour moi c'est une preuve irréfutable. Ce n'est pas une malformation, ça a été conçu de cette façon. Nous avons testé l'ADN du crâne humain et il n'y avait aucune anomalie. Mais en 2003, nous avons découvert que l'ADN du Star Child était très différent. Nous avons pu récupérer son ADN mitochondrial qui provient de sa mère, mais pas l'ADN nucléaire qui provient à la fois du père et de la mère, ce qui indique une singularité du côté du père. D'où provient l'ADN mitochondrial? Dans toutes nos cellules, nous avons le cytoplasme. Maintenant, imaginez des raisins secs qui flotteraient dans une soupe. Ce sont nos mitochondries. Ces mitochondries nous viennent de notre mère. Ce crâne serait celui de la mère, c'est ça? Nous avons pu prouver que ce n'était pas le cas. Ils ne sont pas liés génétiquement. L'ADN mitochondrial a donc prouvé que la mère était humaine. Cependant, l'ADN nucléaire n'a pas pu prouver que le père était humain. Ça n'a donné aucun résultat. Cela signifie donc que la mère était humaine et que le père est inconnu. Selon vous, comment expliquer qu'on n'ait pas pu retrouver l'ADN nucléaire, autrement qu'en supposant que le père n'est pas humain? Si le père avait été humain, nous aurions dû retrouver son ADN très facilement. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, il y a quelque chose de très étrange du côté du père. Le problème avec ce crâne, c'est qu'il est incomplet. Il manque la mâchoire et une partie des os du visage. Est-ce que vous accepteriez qu'on l'emmène avec nous à Los Angeles pour demander à un spécialiste de le reconstituer? Tout ça pour voir enfin à quoi cette personne ou cette créature ressemblait. Je suis aussi curieux que vous du résultat. Le Star Child Skull est disproportionné par rapport à un crâne humain, ce qui indique une plus grande capacité cérébrale. Cela correspond à l'extraterrestre retrouvé à Roswell qui présentait un cerveau avec de nombreux lobes. Ce sont des reproductions, évidemment, mais elles ont été obtenues par ordinateur, donc elles sont absolument exactes. Elles sont identiques. Nous disposons d'un crâne normal et d'un crâne anormal. Nous devons évaluer les différences entre les deux en mesurant leur capacité cérébrale. Un cerveau normal fait entre 1350 et 1400 cm3. Pour mesurer la capacité cérébrale d'un crâne, il suffit juste de le remplir de graines. C'est ce que nous allons faire. Je verse dedans? Oui, vas-y. Voilà. Pat verse encore. Il y a encore de la place. C'est un crâne sans fond. Ça n'en finissait pas. Messieurs, videz vos crânes là-dedans. « 1250 millilitres. Ça fait beaucoup de graines. Je ne pense pas qu'il y en ait plus dans l'autre. Pas de conclusion avant d'avoir terminé l'expérience. C'est ça la science. C'est vrai. Monsieur le scientifique. Voilà. Là, tu as 1000 millilitres? Ouais, 1000. Il m'en reste encore. Vu de l'extérieur, le crâne humain semble plus grand, donc on n'imagine pas que le Star Child Skull puisse contenir plus de graines. Ça fait plus. La vache. Il y a exactement 200 millilitres de plus dans le Star Child Skull. C'est une différence énorme. Ça fait 15% de capacité cérébrale en plus. Un crâne humain serait complètement déformé. Ceci étant dit, je ne suis toujours pas convaincu qu'il s'agisse d'un extraterrestre.
Pourquoi cette capacité supplémentaire? Il y a plusieurs explications possibles. Ce n'est pas un accident de la nature, ni une malformation cérébrale. Ce crâne a été conçu ainsi et ce cerveau a plus de fonctionnalités que le cerveau adulte qui l'accompagnait. Ce crâne correspond exactement au résultat de l'autopsie pratiquée à l'hôpital militaire Walter Reed sur la créature retrouvée à Roswell. La différence est que celui-ci pourrait avoir eu 3 lobes cérébraux parce qu'il avait de l'ADN humain. Mais l'autopsie de l'armée confirme tout cela. C'est marqué noir sur blanc. Noir sur blanc, d'accord. Mais y a-t-il des documents qui prouvent que cette autopsie a bien eu lieu? D'après ce que je sais, ce ne sont que des rumeurs. Tu te trompes. J'aime que Kevin mette en doute ce que j'avance. Je peux lui dire, ravi que tu poses la question parce que justement, j'ai la réponse. Il n'y a pas eu de confirmation tout simplement parce que le Pentagone n'a toujours pas reconnu qu'il y avait eu un crash à Roswell ou qu'une autopsie avait été réalisée. Mais ils ne l'ont pas nié. Mais ils n'ont jamais rien confirmé non plus. Bill rabâche sans arrêt cette histoire de corps extraterrestres retrouvés à Roswell, mais on ne sait toujours pas ce qu'il s'est vraiment passé. Bill et Pat ont vu un témoin inédit qui affirme avoir été employé par l'armée pour nettoyer les débris du crash. J'ai trouvé des pièces d'un genre de métal, mais tout était en 1000 morceaux. Les gars, vous vous disputez alors que ce crâne n'est pas complet. C'est dangereux d'essayer d'extrapoler sans avoir tous les éléments en main. Il faut qu'on aille voir Robert Lindsay, notre spécialiste en effets spéciaux. C'est un expert des crânes, des mâchoires et des dents. On va voir ce qu'il a obtenu à partir du Star Child Skull. C'est parti. Les grilles n'ont pas d'oreilles, pas de nez, un long cou très fin. Leurs yeux sont ovales, humides et d'un noir très profond. Le problème qu'on a avec le Star Child Skull, c'est qu'il manque une bonne partie du visage ainsi que la mâchoire inférieure. Ça va être un sacré défi pour Robert Lindsay de reconstruire ce crâne. Richard Lindsay est un expert en anatomie maxillofaciale qui réalise des effets spéciaux à Hollywood. Il va devoir interpréter les parties manquantes. Robert doit commencer par recréer entièrement la mâchoire inférieure afin qu'elle corresponde au reste du crâne. Ensuite, il doit mettre en place des marqueurs de profondeur pour déterminer l'épaisseur de tissu présente sous la peau. Il pourra ainsi attacher les muscles et les tendons au crâne. La chair et les tissus créés, il pourra mettre les yeux en place. Il n'aura plus qu'à appliquer la peau pour donner un visage à cette créature. Pendant que Robert construit ce visage, nous devons déterminer si une telle forme de vie a pu évoluer sur une autre planète. Je suis impatient de rencontrer David Aguilar, car il a écrit de nombreux livres pour National Geographic sur notre système solaire et sur ce à quoi pourraient ressembler d'autres formes de vie. Ici, à Harvard, nous sommes en contact avec la NASA et nous recherchons activement un autre signe de vie dans l'univers. Le niveau de notre enquête se trouve relevé par l'intervention de ce scientifique d'Harvard qui va pouvoir nous parler des réelles possibilités pour qu'une vie extraterrestre soit entrée en contact avec la Terre. On en a appris pas mal sur les extraterrestres, mais on aimerait comparer ces données avec les possibilités d'évolution de la vie sur d'autres planètes. Quelle forme elle pourrait prendre? Quelle évolution elle pourrait suivre? C'est le plus grand mystère aujourd'hui. Nous avions enquêté sur l'affaire Betty et Barney Hill, et c'est un point crucial. Ils avaient affirmé que lors de leur enlèvement, on leur avait montré une carte des étoiles dévoilant le lieu d'origine de ces extraterrestres gris. Pourquoi aurait-il inventé des détails pareils? Et la carte que Betty Hill a dessinée, quand elle était sous hypnose, elle a dessiné une carte montrant l'endroit d'où venaient les extraterrestres. Elle a reproduit le schéma qu'on lui avait montré. Selon Betty Hill, le lieu d'où venaient les extraterrestres qui l'ont enlevé est le système à étoiles binaires Zeta Reticula. Je m'en souviens. Ils ont vu la carte dans le vaisseau et ils l'ont reproduite en revenant. Ce n'est que plus tard qu'on a pu l'étudier et se dire « Bon sang, mais on dirait le système dont il parlait ». Mais vous voyez, Bill, dans l'infinité de l'espace, il peut y avoir des milliers d'endroits qui peuvent ressembler à ça.
Nous avons interrogé des témoins oculaires qui disent avoir vu des êtres venus d'ailleurs, et nous avons des portraits robots à vous montrer. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que de telles créatures auraient pu évoluer sur d'autres planètes selon vous? Évidemment, sur d'autres planètes, la vie va évoluer différemment et il n'y a aucune raison qu'on obtienne des humanoïdes. Les chances que l'on retrouve des humanoïdes qui nous ressemblent, comme dans Star Trek, sont incroyablement infimes. On peut trouver des créatures intelligentes, mais elles ne ressembleront à rien de ce qu'on peut imaginer. Dans les bonnes conditions, il est possible qu'une autre forme de vie évolue sur une autre planète. Cela ne veut pas dire qu'elle ressemblera aux hommes gris sur lesquels nous enquêtons. Mais cela reste une possibilité. Si ces créatures viennent d'une autre planète située à proximité d'une naine rouge, ce ne sont peut-être pas des yeux. Ils perçoivent les infrarouges et la lumière de notre planète serait alors trop intense. Je me suis toujours demandé si ça ne pouvait pas être des sortes de lentilles destinées à bloquer la lumière. La tête est vraiment grosse, et vous avez raison, le problème c'est qu'elle ne peut pas être soutenue par ce coup. Ces petites créatures frêles ont l'air de venir d'une planète dont la gravité est plus faible que celle de la Terre. Mais dans ce cas, une telle masse le ralentirait énormément. Avec une moindre gravité, il devrait être plus allongé, plus fin. C'est un principe de base. Le nez et les oreilles sont minuscules, ce qui signifie que ce ne sont pas des sens importants. S'ils ont évolué de cette façon, c'est qu'ils ne s'en servent pas. Les animaux possèdent d'autres sens que nous n'avons pas. Le radar chez la chauve-souris, ou bien la pieuvre qui peut capter les ondes électromagnétiques qui l'entourent jusqu'à une trentaine de mètres autour d'elle. Ils peuvent très bien posséder ce genre de sens, nous n'en savons rien. Quand je vois cette créature toute fine, elle me paraît faible. Je ne l'imagine pas capable d'enlever des gens. Elle n'a pas la présence physique nécessaire. Peut-être ont-ils été créés pour cette tâche. Ils fonctionnent comme des robots. Ils sont envoyés comme on enverrait des androïdes pour faire un travail. Ça expliquerait pourquoi ce sont bien eux qu'on voit. David suggère que ces êtres gris pourraient être des sortes d'androïdes envoyés à travers l'espace pour effectuer des tâches précises. Cela coïncide avec les récits des témoins et les conclusions de l'hôpital militaire de Walter Reed suite à l'autopsie de Roswell. Qui peut dire ce qui est possible? Nous n'avons aucun point de comparaison. J'adorerais pouvoir étudier un de ces spécimens en laboratoire et le montrer à mes collègues. David, vous dites qu'il n'y a aucune preuve de vie extraterrestre, mais on pense avoir trouvé quelque chose. Attendez, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Ce crâne a été découvert dans une grotte au nord du Mexique. D'après les tests, il aurait environ 900 ans. Regardez les orbites. Regardez la forme de la tête et la base du cou. C'est curieux. Y a-t-il eu des prélèvements ADN? L'ADN mitochondrial est humain. Ils ont prélevé de l'ADN nucléaire et n'ont pas pu séquencer l'ADN du père. Vous pensez que c'est un croisement humain extraterrestre ou bien un humain terriblement difforme? Ça pourrait être un hybride. Prouvez-le. Il faut qu'on aille voir ce qu'a donné le travail de Robert sur le Star Child Skull. La reconstruction faciale peut nous aider à vérifier les témoignages de contact avec ces êtres gris. Tu lui as vraiment donné vie. Je ne sais pas ce que les gris nous veulent, ni ce qu'on peut y gagner de notre côté. Je pense qu'ils ont des projets bien à eux. Nous sommes à la Cinema Makeup School de Los Angeles pour retrouver Robert Lindsay, un spécialiste des effets spéciaux. Il nous a aidés à reconstituer le Star Child Skull. Peu importe ce que disent les gens, ce crâne pourrait être la clé du mystère concernant les hommes gris. Salut Robert. Salut, ça va? Tu lui as vraiment donné vie. Quand j'ai vu ce que Robert avait fait de notre crâne, j'étais épaté. Je me trouvais clairement face à un être gris.
Quelle technique as-tu utilisée pour créer ce visage? Je suis expert en dentition. Je connais bien les mâchoires et les muscles du visage. Ça fait partie de mon travail. Cela explique pourquoi il lui a donné cette expression. Bien sûr, il y a une interprétation artistique. Il aurait pu prendre une autre direction, mais son savoir-faire lui a permis de reconstituer la bouche, le menton et la mâchoire tels qu'ils étaient. Il manquait la mâchoire inférieure et toute la partie antérieure. Alors j'ai dû tout reconstruire. J'ai essayé d'être le plus précis possible anatomiquement parlant. J'ai ajouté les muscles en fonction de ça. Mais je ne pensais pas particulièrement à un extraterrestre. Voilà plus ou moins à quoi il devait ressembler. Quand j'ai vu ce visage, j'ai tout de suite pensé à un extraterrestre. Puis, en regardant bien, j'ai vu un visage humain. Vous ajoutez des cheveux, vous changez la couleur de peau, vous mettez des yeux normaux, et vous obtenez un humain avec un crâne un peu difforme. C'est magnifique, mais c'est ton interprétation artistique. Bien sûr, ce n'est pas forcément exact, car plusieurs variations sont possibles. Que pensez-vous du crâne que vous avez entre les mains? Il est étrange. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, parce qu'il est symétrique. Vous m'avez parlé d'une hypothèse, une maladie? J'ai oublié le nom. L'hydrocéphalie. Ouais, voilà. Ce n'est pas aussi symétrique. Ça ne ressemble pas non plus à un accident. Je dis depuis le début qu'il s'agit d'un cas d'hydrocéphalie. Oui, le crâne est symétrique et c'est assez inhabituel, mais ça peut arriver. C'est rare, mais ça peut arriver. Avez-vous une idée de ce qui aurait pu causer cette forme de crâne? Il y a deux possibilités. Soit c'est une anomalie, soit c'est un genre d'hybride. Vous avez dit hybride? Oui. Lorsque Lloyd Pye nous a parlé de sa théorie sur le Starchild Skull, on pouvait penser qu'il s'agissait d'un croisement entre un extraterrestre et un être humain. Mais maintenant que je suis face à ce visage, je me dis qu'il est trop humain et que cela pourrait être en fait l'enfant d'un hybride et d'un humain. Quand on parle d'hybride, tout le monde pense à un extraterrestre croisé avec un humain. Mais ce n'est pas ça. Dans de nombreux récits que nous avons recueillis, il est question de croisement entre humains et hybrides sur plusieurs générations pour obtenir des individus de plus en plus humains en apparence. Donc ça serait un enfant d'hybride. Exactement. Lui-même pourrait avoir un quart de sang extraterrestre ou seulement un huitième, un 16e, un 64e. C'est ce que tu dis. Oui, Kevin. Et finalement, c'est suffisant car si leur but est de conquérir la Terre, c'est bien ce qui est à l'intérieur qui compte, pas l'apparence extérieure. Ils veulent conquérir la Terre. On en est là. C'est une théorie, oui. Bill a toujours une bonne excuse, une théorie qui explique tout. Ici, on a un crâne qui a vraiment l'air humain et bien sûr, il va retourner ça à son avantage en disant « C'est justement ce que je pensais, ça prouve ma théorie, ce n'est pas un hybride humain extraterrestre, mais le résultat de plusieurs générations de croisements, c'est pour ça qu'il est si humain. » Franchement, faut être sérieux. Après des années et des années d'hybridation, ils ont obtenu un résultat proche de leurs espérances. Si on regarde cette créature et qu'on pense à ce projet d'hybridation, on se dit qu'ils sont peut-être parmi nous aujourd'hui. Je ne sais pas si on a prouvé que le Starchild Skull était d'origine extraterrestre ou si les êtres gris se sont mélangés à la race humaine, mais nous avons ouvert une fenêtre vers l'apparence potentielle que ces êtres pourraient avoir. C'est une idée intéressante. Ces êtres gris qui viennent sur Terre, enlèvent des gens et effectuent des croisements. Mais on n'a tout simplement pas assez de preuves. Je sais que Kevin ne croit pas aux hommes gris et je respecte son opinion. Mais Myriam nous a dit qu'il existait plusieurs espèces de gris. Bill et Peggy Foster nous ont dit que certains effectuaient des expériences médicales sur des êtres humains et Giorgio nous a montré que leur existence était documentée dans toutes les cultures, à toutes les époques, depuis la nuit des temps. Je crois à l'existence des gris. Je crois que les gris sont parmi nous et qu'ils se mélangent à la race humaine depuis des milliers d'années. Le Starchild Skull pourrait bien être la pièce manquante dans le grand mystère des ovnis.
J'ai été enlevé par des extraterrestres. Cette affirmation terrifiante est celle de personnes qui prétendent avoir rencontré de petits hommes gris. Parmi ces êtres, certains ont de très sombres desseins. Ces supposés petits hommes gris auraient été vus par d'innombrables témoins. Je suis terrifiée. Cela dure depuis des milliers d'années. Il existe de nombreuses espèces qui sont venues sur Terre de nombreuses fois. Cet artefact pourrait apporter la preuve que les extraterrestres sont parmi nous. Cela pourrait constituer une preuve irréfutable. Le Graal de la recherche extraterrestre. Nous allons enfin pouvoir établir un portrait plus précis de ces êtres gris. Pas en se focalisant sur une affaire, mais en allant au-delà, en trouvant un dénominateur commun. Si ces êtres sont véritablement entrés en contact avec des gens, il faut qu'on rencontre le plus de témoins oculaires possible, des gens qui ont vécu cette expérience et qu'ils nous donnent un maximum de détails. Quelle est l'origine de ces récits et pourquoi, dans chacun d'entre eux, ces petits hommes gris sont décrits de la même façon? Et c'est bien là le plus incroyable. Les témoins décrivent toujours ces hommes gris de façon identique. Tu sais pourquoi ils sont identiques? Parce qu'ils sont tirés du film Rencontre du troisième type. Ah oui? Alors comment t'expliques ça? Ce film est sorti en 1977. Betty et Barney Hill ont décrit ces êtres gris en 1961. Betty et Barney Hill nous ont peut-être donné la première description des gris, mais je pense qu'elle provient des images véhiculées par les médias. Les récits de ces rencontres se comptent par milliers. Vous êtes au courant? J'ai déjà du mal à croire que des vaisseaux extraterrestres rien à voir avec les petits hommes gris. Aucune ressemblance, non. Les gris m'ont lâché la main et ensuite, je suis montée à bord avec les deux grands blonds. Quelle semblait être la relation entre les gris qui sont venus vous chercher et ces grands blonds? Je dirais que les gris étaient leurs serviteurs. Quand on parle de gris, il ne s'agit pas d'une seule espèce extraterrestre. Il en existe plusieurs, toutes différentes. Ici, d'après Myriam, c'est une espèce totalement asservie, presque programmée. Il y aurait donc plusieurs espèces extraterrestres qui seraient venues sur Terre. C'est nouveau pour moi et je ne sais pas trop quoi en penser. Nous sommes donc montés à bord. Je me suis assise dans un siège et un écran est apparu devant moi, sorti de nulle part. Ils ont commencé à me montrer toutes sortes d'images. Quel genre d'images? Des images de catastrophes, de tremblements de terre, d'éruptions solaires, de guerres. Je pense qu'ils ont essayé de me montrer différentes voies possibles pour l'humanité. Ils m'ont expliqué que si nous parvenions à nous unir en tant qu'espèce, nous pourrions éviter toutes ces tragédies. Je sais que Bill est habitué à ce genre de récit. Il rencontre des témoins et des victimes d'enlèvement depuis des années. Mais pour moi, c'est très difficile à croire. Quel était leur but? Que voulaient-ils? Ils m'ont expliqué qu'ils étaient les gardiens de la Terre et que le but de leur présence était de nous aider à prendre conscience de notre identité et s'assurer que nous ne détruisions ni notre espèce ni notre planète. Ce que nous dit Myriam sur ces images de guerre et la façon dont l'homme maltraite la planète est très intéressant. Il semble que ces extraterrestres soient porteurs d'un message bienveillant. Ils essaient de nous aider. Pour moi, ils ne nous veulent pas de mal. Je pense qu'on peut leur faire confiance, mais il en existe d'autres dont il faut se méfier. Elle s'est arrêtée, mais elle a penché la tête sur le côté et elle s'est garée. Elle s'est garée de son plein gré? Quelque chose devait la faire agir, parce qu'elle est soudain devenue très calme. Une fois la voiture arrêtée, plus personne ne bougeait à l'intérieur. Je compare ça à une sorte d'arrêt sur image. Il existe des centaines d'histoires comme celle de Myriam, et toutes présentent les mêmes détails.
En face de moi, ces petits êtres gris se sont mis à avancer vers la voiture. Ils devaient faire environ 1 mètre de haut, avec des têtes très larges et arrondies et de grands yeux noirs. Aucun trait ne permettait de les distinguer les uns des autres. Puis j'ai entendu une voix dans ma tête qui me disait « Sors de la voiture, n'aie pas peur, nous ne te ferons pas de mal. » J'ai tendu la main vers la poignée et je me disais « Mais qu'est-ce que je fabrique ?» Je suis sortie, ils sont venus vers moi et m'ont prise par la main. Myriam marche vers le vaisseau spatial guidé par l'un de ces hommes gris qui la tient par la main. Est-ce vraiment arrivé? Ce qui peut me permettre de le savoir, ce sont les détails. Avec les détails, je pourrais démêler le vrai du faux. Et sa main, vous a-t-elle semblé souple et faite de chair ou bien plutôt solide? Elle était solide, froide. Elle ne dégageait pas de chaleur comme chez les humains ou les animaux. Elle était froide. La réaction normale n'aurait-elle pas plutôt été de vous enfuir devant ces petits hommes gris qui voulaient vous emmener dans leur vaisseau? Oui, absolument. Mais il n'y a pas eu d'autre échange que ce « N'aie pas peur, nous ne te ferons pas de mal », ce qui a eu pour effet de me détendre. Cette capacité des gris à calmer Myriam est très intéressante. Peut-être qu'ils ont cette faculté et qu'ils utilisent la télépathie. Ils m'ont simplement prise par la main et guidée le long de la route. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu un vaisseau assez grand, entre 12 et 15 mètres de large. Et à l'entrée se trouvaient 2 extraterrestres, grands, blonds et avec les yeux bleus. Sont-ils là pour nous aider ou nous agresser? Ceux que j'ai rencontrés sont là pour nous aider. Mais il en existe plusieurs types. Et je sais qu'une espèce en particulier a de très sombres desseins. Comment voulez-vous procéder aujourd'hui? Commençons sur la table. Oh mon Dieu! C'était le bras. J'ai peur. Je suis très mal à l'aise. J'ai mal. Bill et Peggy Foster affirment avoir été enlevés en 1996 par des êtres gris extraterrestres et avoir été les objets d'expériences médicales qui les hantent encore à ce jour. Je vois des formes grises. Les témoins et victimes d'enlèvement n'ont aucune preuve tangible de ce qui leur est arrivé. Donc la meilleure solution, c'est l'hypnose. Vous dormez profondément, vous êtes détendu. Et nous avons justement les vidéos des séances d'hypnose de Bill et Peggy Foster. Il est revenu. J'aurais pas dû essayer de le toucher. Quelque chose de traumatisant est arrivé à ces 2 personnes. Je suis terrifiée. Ma vie aurait été infiniment plus simple si j'étais resté dans l'ignorance. Je ne souhaite ça à personne. Tout ce que je voulais, c'était oublier. Si la réponse à la question est oui, levez votre index. Bien. Bill et Peggy Foster affirment avoir été enlevés par des créatures extraterrestres grises et avoir subi des expériences médicales. Je vois des formes grises. Nous avons les enregistrements de leur séance d'hypnose. Nous avons l'exclusivité de ces images. Nous allons les regarder pour la première fois. Personne d'autre n'a vu ces vidéos. Qu'est-ce que c'est? C'est tout près de mon visage. Celui-là est plus grand que les autres. Soit arrivé sur Terre, et vous me demandez d'enquêter sur des créatures censées les piloter. Il faut avancer pas à pas. Mais là, c'est un pas de géant. Les descriptions de ces êtres se succèdent depuis plus de 40 ans. Il y a eu l'incident de Roswell, au-delà du réel, rencontre du 3e type, la fameuse autopsie. Mais la véritable description sous hypnose nous est venue de Betty et Barney Hill. En 1961, ils ont déclaré avoir été enlevés par des êtres gris d'un autre monde. C'est cette description qui a servi de base à toutes les représentations des gris à la télévision. Des êtres d'environ 1,40 m, avec une large tête, de longs bras maigres et ondulés, de fines jambes, pas de nez et une simple fente en guise de bouche. Alors qui sont ces êtres? Et surtout, pourquoi sont-ils ici?
Ces êtres gris sont sortis de la brume avec des yeux noirs. Nous sommes en Colombie-Britannique, dans une petite ville isolée au nord de Vancouver. Nous allons rencontrer Myriam Dell'Accato pour qu'elle nous parle de sa rencontre avec les gris. C'était en octobre 1998. Nous étions en voiture dans le nord de la région quand soudain des lumières sorties de nulle part sont apparues derrière nous. S'étalait sur les deux voies. On a pensé qu'il s'agissait d'un gros camion ou quelque chose comme ça, avec des points lumineux. La fille qui conduisait s'est mise à paniquer. Et soudain, je ne sais pas pourquoi, je lui ai dit « Arrête la voiture, ce n'est pas toi qu'ils veulent, c'est moi. » Qu'est-ce qui vous a fait dire ça? Je n'en avais aucune idée à ce moment-là. Le récit de Myriam est très intéressant, mais je le trouve un peu tiré par les cheveux, car elle était en voiture avec 3 autres personnes et aucune n'a vu ce qu'elle a vu. Aucune n'a vécu la même chose. Ils ne s'en souviennent pas. Point final. J'étais prête à attraper le volant pour la forcer